Alors, est-ce qu'Internet est cet espace de débat démocratique que certains de ses pères fondateurs avaient imaginé? Ils espéraient, grâce à l'interaction permanente des acteurs, avoir créé un instrument capable d'adapter notre fonctionnement démocratique à une société complexe. Ils souhaitaient également relancer la démocratie directe. Voilà quelques-uns des thèmes qui sont apparus fin des années 80, début des années 90. Post a essayé d'élaborer finalement une théorie de la gouvernance sur Internet. Il estime que ce qui distingue fondamentalement le cyberespace d'un espace ordinaire, c'est que les internautes sont totalement mobiles. Ils peuvent instantanément changer de site et contrôler le pouvoir des fournisseurs d'informations. Finalement, c'est à travers cette mobilité et non à travers leur vote que chacun peut exprimer ses préférences collectives. De nombreux internautes sont amenés sur un site grâce au lien hypertexte. J'avais ce débat il y a quelques jours avec des gens de la presse quotidienne française et qui indiquaient que de plus en plus, ils ne connaissent plus rien sur leur lecteur. Finalement, le lecteur qui va sur le Figaro.fr ou .com, je ne sais plus, .fr je crois, n'est pas forcément un lecteur du Figaro, n'est pas forcément quelqu'un qui est plutôt à droite de l'échiquier politique. C'est quelqu'un qui arrive par hasard parce que finalement, à la faveur de l'interrogation de Google News, il s'est retrouvé sur le site du Figaro. Je crois que le premier constat qu'on peut faire, c'est que les frontières entre le public et le privé deviennent moins nettes qu'autrefois. L'émotion, l'intime, la passion prennent place dans les discussions publiques. Et ils le font sur plusieurs modes, et c'est ce point que je voudrais insister. La parole privée a été très largement publicisée dans l'espace public, par la radio et la télévision, on l'évoquait tout à l'heure, mais la parole publique peut aussi, à l'inverse, être reçue dans un espace restreint, ou dans un espace plus large. Cet espace restreint, je l'appellerais espace public-privé. Finalement, distinguons le domaine du public, de l'espace public, où on est dans le registre de la résolution de problèmes publics, de cet autre espace, que j'appelle donc espace public-privé, qui est celui du témoignage et de la sociabilité. Dans cet espace public-privé, il s'agit moins d'un espace où l'énonciateur s'adresse à un... Il s'agit d'un espace où l'énonciateur s'adresse à un nombre restreint de récepteurs, plus ou moins connus, à travers un dispositif qui rend possible, malgré tout, l'accessibilité à tous. Mais malgré tout, les récepteurs, du point de vue de l'émetteur, sont des récepteurs repérés, connus, plus ou moins connus, et de toute façon limités. Bien sûr, on n'est pas dans le domaine du journal intime. Dans une typologie intéressante des blogs de Dominique Cardon, montrait que finalement, une des caractéristiques du journal intime, c'est qu'on ne parle qu'à quelques individus très limités et on y exhibe son intimité. Là, il ne s'agit pas d'exhiber son intimité, il s'agit d'aborder son témoignage, ses sentiments. Et on ne le fait pas comme dans le journal intime pour soi ou pour un ou deux proches, mais pour un public plus large, mais restreint. Deuxième exemple, c'est cette campagne qui a eu lieu aux États-Unis en 2004 donc contre Bush, la campagne dit Move On. Et au cours de cette campagne, 1500 clips vidéo ont été fabriqués par des citoyens ordinaires, donc plutôt classe moyenne, mais ce n'étaient pas des cinéastes ou des intellectuels. Ce qui est frappant quand on regarde ces films, c'est qu'ils correspondent un peu à ce
qu'on pourrait appeler des films de famille. Et que l'argumentation qui est développée est un régime d'argumentation privée. Ce que ces pères de famille qui s'adressent à leurs enfants expliquent, c'est que finalement, il ne faut pas mentir à ses petits camarades dans la cour de l'école, comme le fait George Bush aux Américains. Il ne faut pas provoquer la violence, comme George Bush l'a fait en Irak. Donc, ce type d'argumentation privée est au cœur de ce type de production. Dans l'espace public, au contraire, celui qui s'exprime s'engage. Finalement, les blogs les plus réputés, ceux des journalistes ou ceux de blogueurs professionnels qui ont réussi à trouver une vraie audience, sont des discours tenus à la première personne. Je crois que c'est ça qui les caractérise. Le journaliste politique classique prend son temps pour collecter l'information, tandis que la vérifier, tandis que le blogueur s'exprime dans l'urgence à la première personne. Il n'engage pas son journal ou son institution, mais lui-même. Il ne prétend plus être l'expert d'une question, mais celui qui réagit à chaud, exprimant une vérité relative. Son rôle est moins de produire une information que de lancer un point de vue. Il est souvent moins savant que ses interlocuteurs, mais il est capable de les mettre en réseau. Et d'une certaine façon, il ne produit pas que des textes, mais il organise aussi les commentaires qu'il suscite. Finalement, le blog public est en définitive un réseau de points de vue privés. Ce qui est intéressant, malgré tout, sur Internet, c'est qu'on s'aperçoit que ce citoyen autonome, compétent, qui ne participe pas toujours à la vie politique traditionnelle, est prêt à prendre part à de nouvelles formes de débat public, à participer de cette façon à la prise de décision. Non pas que l'action politique des individus ait cessé, ce qui n'était pas la thèse de Jacquiot, mais qu'elle a pris d'autres formes. C'est évidemment ceci qui m'intéresse. Des formes qui ne sont plus régulières, structurées par les grandes organisations partisanes, mais lancées par les individus, qui éposent une cause précise, de façon intensive, mais pour un temps limité. Et évidemment, l'activisme électronique est bien adapté à ces nouvelles formes d'engagement. La première tâche de ces néo-militants, c'est cette activité de veille, de collecte d'informations sur l'évolution du droit, de la réglementation, collecter de l'information sur les licenciements, les expulsions, les problèmes sanitaires, etc. Le mouvement altermondialiste, attaque en son temps, sont un bon exemple de ce type de pratique. Cette activité de veille de collecte peut prendre d'ailleurs plusieurs formes, selon que le collecteur se contente de faire circuler l'information, ou la filtre, ou la traite. Et on constate bien sûr que plus le traitement de l'information est sophistiqué, plus se crée une nouvelle expertise et une nouvelle élite militante qui se distingue du commun se crée. N'importe qui peut enregistrer à tout moment ce que disent les politiques. Tout ce qu'ils disent est archivé. Tout ce qu'ils disent peut être largement diffusé de manière rapide. Il leur sera impossible de nier, c'est la mort du caméléon politique. Tout contraste entre vie privée et vie publique est devenu risqué pour eux. Mais les néo-militants peuvent aussi coordonner leur action par Internet. Et Internet est évidemment le dispositif idéal pour l'organisation de ces réseaux du politique. Ce sera mon quatrième et dernière figure, convaincre, constituer un réseau social du politique, et pour ça, je crois que le meilleur exemple, même si on manque encore de travaux très approfondis, c'est la campagne de Barack Obama. Ce qui est très frappant dans cette campagne, c'est à la fois cette grande autonomie qu'on laisse aux militants qui ne correspondent absolument pas à la tradition politique française. Donc, finalement, le militant est là pour distribuer le programme de campagne du candidat, et pas pour donner son opinion. Mais en même temps,
une organisation extrêmement contrôlée, puisque ces militants de la campagne recevaient une liste de personnes à contacter et en quelque sorte en rendaient compte régulièrement. Donc, mélange finalement d'une grande autonomie et d'un grand contrôle.